OK, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette édition du Mon Petit Entretien. D'abord, quelques remerciements d'usage. Je tiens à vous remercier, à vous, chers étudiants, de vous être déplacés dans cette mi-session chargée. Et quelques règles d'usage, bien sûr, ne pas oublier d'éteindre vos téléphones cellulaires. Et on vous demanderait également de rester là, jusqu'à la fin de la période de questions. Merci également à la direction des affaires étudiantes d'avoir rendu possible la tenue de l'événement. Et également un gros merci là, à l'équipe de la bibliothèque de nous recevoir, ainsi que l'équipe de la DITI là, pour la technique. Un gargantuesque merci à Catherine Scott, professeure de géographie, et Jonathan Veillette, professeur de sciences politiques, qui travaille d'arrache-pied pour mettre en œuvre une programmation de haut calibre dans le cadre des Mon Petit Entretien. Merci de perpétuer cette tradition, mise en place par Jacques Provost, et de permettre de décloisonner le savoir dans le cadre de ces rendez-vous livresques. Et en terminant, merci à la coop qui ont rendu disponibles 3 exemplaires de ce livre qui seront tirés à la fin de l'entretien. Et par ailleurs, il y a 20% de rabais pour une semaine à la coop sur ce livre. Donc, merci beaucoup. Sans plus tarder, je vous présente notre invité. Il est né sur le territoire non cédé Anishinaabe, qu'il habite toujours, donc en Abitibi. Titulaire d'un baccalauréat en droit, d'un diplôme de 2e cycle en common law et droit transnational, ainsi que d'une maîtrise en biologie. Tout ça fait à l'Université de Sherbrooke. Il est avocat spécialisé en droit de l'environnement. Il est également militant écologiste et co-responsable du programme national de Mining Watch Canada, ainsi que co-porte-parole de la coalition Québec Meilleure Mine. Après quelques collaborations pour des ouvrages collectifs, il nous présente aujourd'hui son premier livre, intitulé Nani Kana, dans lequel il raconte son périple extraordinaire de 26 jours en canot, où il a navigué les 500 km d'un majestueux cours d'eau de l'Abitibi, d'Amos à la baie James, et ce, en complète autonomie. Veuillez accueillir chaleureusement M. Rodrigue Turgeon. Merci. Moi, je pensais que je venais d'une classe avec comme 15 élèves, là, fait que c'est super de vous voir. Merci beaucoup, même si j'imagine que plusieurs d'entre vous être contraints par la force là, d'être ici. Je vais tenter de rendre ça un peu stimulant. Mais merci beaucoup de me recevoir. Ouais. C'est un immense plaisir. Merci à toi, Rodrigue, de t'être déplacé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on serait intéressé à connaître l'humain derrière l'auteur. Donc, est-ce que tu pourrais partager avec nous ton parcours? Ben oui, certainement. Puis, moi, quand j'ai écrit ce livre-là, j'espérais à un moment donné avoir la chance d'échanger avec des gens du cégep. Puis c'est fou, j'ai pas encore eu cette occasion-là avec des gens de mon propre cégep à Amos. Un cégep que tout programme confondu, toutes les années confondues, il y a moins de monde que dans la salle ici en ce moment. Puis peut-être que ce jour viendra, mais pourquoi je souhaitais autant avoir une discussion avec des gens de votre âge au cégep? Bien, c'est parce que je suis convaincu que le canot, qui est au cœur de ce livre-là, peut vous permettre de voyager, puis de vous développer, puis d'avoir un regard complètement nouveau sur ce qui vous entoure, sur vous-même, sur vos amitiés, puis, et ce, à peu de coûts. Voyager en canot, là, ça coûte pas mal moins cher qu'aller en Europe ou n'importe où dans le monde. Fait que c'est en pensant à vous que pas vous toutes et tous personnellement, parce qu'on commence à se connaître, là, mais des gens de l'âge du cégep que je me disais, moi j'aurais aimé ça commencer à faire ce type de choses-là au cégep. Je viens, comme on l'a nommé tantôt, je viens de l'Abitibi. Pour ceux qui se repèrent un peu moins bien là, dans les régions du Québec, c'est bien correct. C'est une région qui est située au nord de Montréal, environ 600 km d'ici.
Et c'est en fait situé près de la frontière avec l'Ontario. Et on a une relation assez privilégiée avec la nature, la forêt boréale. Moi, j'ai grandi, je suis né là-bas. J'ai grandi mes fins de semaine, on est passé à faire des activités en forêt, l'été, l'hiver, l'automne, toute l'année. Et assez tôt, oui, j'ai commencé à faire du canot avec mes parents, mais pas rien qui se compare à qui est décrit dans le livre. Et c'est ça, j'ai grandi finalement avec un amour de la nature. Pour moi, c'était naturel, là, sans mauvais jeu de mots, d'être près c'est ça, de la nature. Et j'ai voulu, à votre âge, réfléchir à qu'est-ce que je pouvais faire peut-être dans la vie là, pour aider la nature, finalement. Bon. Et là, je me suis dit, bon, je vais aller au cégep. Ça va être, parce que je ne sais pas trop quoi faire, ça va être un départ. Et j'ai fait l'erreur de ne pas aller en sciences humaines. Je suis allé en sciences de la nature. Mais à l'époque, c'était motivé pour l'objectif de devenir vétérinaire. Bon, j'aimais tellement les animaux, je me suis dit, bon, je vais aider les animaux. Mais comme peut-être certains d'entre vous le savez, pour être vétérinaire, ça prend genre 37 de cotère, là, tu sais. Puis, et donc, j'ai pas été sélectionné. Je me suis rabattu sur un programme qui existait uniquement à l'Université de Sherbrooke, qui était finalement de devenir avocat, mais en sciences. Puis c'était un programme de baccalauréat, fait que c'était pas tout de suite pour être avocat, mais bon, c'était un programme en droit et en sciences. Puis moi, je me disais, bon, puis j'avais votre âge, là, je me disais, peut-être qu'avec ça, je pourrais devenir avocat de la nature. Puis, genre 12, 13 ans plus tard, c'est pas mal ça qui se passe. T'sais. Fait que c'est juste pour dire, c'était ambitieux, c'était pas comme écrit dans le programme, voici ou appliqué pour devenir avocat de la nature, mais ça a fini de même. Fait qu'au lieu d'opérer des animaux, ben je défends leurs droits. T'sais. Bon, c'est un peu ça dans ma tête. Et pourquoi je dis ça? Ben, puis la question c'était, je suis qui, là, finalement? Ben, pour moi, je trouve vraiment important de mettre mes connaissances puis mes convictions, mes valeurs au service de la nature, des animaux, des plantes et des humains aussi, certainement, qui vivent en relation avec la nature. Et c'est pour ça que j'ai finalement, à la suite de mes études, commencé à travailler dans des organisations c'est ça leur mission. Ça existe des organismes qui sont là pour aider et non pas affecter, menacer, détruire la nature. Et donc, c'est un peu ça. S'il y en a qui sont intéressés par ce type de carrière-là, je vais rester après, là, on peut en parler, mais ouais, c'est ça mon approche. Puis je vous le dis, là, un peu plus pour vous, d'âge collégial. Moi, j'ai commencé dans un cégep très public à Amos. Pourquoi très public? Ben parce qu'il n'y a aucune école privée. En fait, je ne savais même pas que les écoles privées existaient au Québec avant d'arriver au cégep. Puis, à ce qui paraît, il y a des écoles secondaires privées. Je ne savais pas. À Amos, il y a une seule école secondaire, puis vous imaginez, elle est publique, en français. Et donc, pour commencer le cégep, ben, j'ai juste dit, ben, je vais continuer au cégep à Amos. Puis comme je vous dis, on était moins de 150 dans tout le cégep. Mais après un an, je me suis dit, bon, ben, c'est beau, là. J'ai fait le tour. Je connais mes amis depuis le primaire, là. Fait que je vais essayer d'aller ailleurs. Puis, je vous pose la question, c'est quoi le plus opposé du plus public des cégeps au Québec? Le plus privé, ça serait quoi, mettons? Bon, oui, Brébeuf, c'est ça. Je suis allé à Brébeuf après un an. Bon, guess. Fait que c'est ça, je me suis dit, ben, je vais aller voir l'autre extrême, tu sais. Selon moi, ben bon, il y a peut-être, je vous dis ça comme ça, mais un peu en riant, mais c'était ça ma réflexion. Je me suis dit, j'aimerais ça voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs, tu sais. Fait que je suis parti d'Amos, en Abitibi, puis je suis déménagé à Montréal. J'habitais en appartement avec ma sœur, puis j'ai commencé ma deuxième année de cégep à Brébeuf, dans un cégep privé. Puis, tu sais, pour moi, ça a été un peu plus difficile, là, je le reconnais, puis j'étais dans le même programme en sciences de la nature, mais finalement, je suis retourné en Abitibi à la dernière session, 4e session. Puis, c'est juste parce que
on a chacun nos relations avec les établissements privés, publics, dans les villes et tout. Mais je voulais quand même vous dire comment moi je vois les choses, c'est que de l'avoir vécu autant au cégep très public puis très privé, là, la qualité d'enseignement, j'ai trouvé que c'était vraiment similaire. On avait toutes les qualités qui vantaient à Brébeuf, on les avait en Abitibi, dans notre cégep. La qualité des enseignants, puis je doute pas qu'ici, c'est la même chose aussi. Fait que, je le dis, je suis fier de me tenir devant vous comme venant surtout du système public. Et ça l'ouvre des portes pour tout, là, vraiment. Fait que je trouve qu'on est chanceux, puis vous l'êtes de pouvoir évoluer dans un beau cégep comme ici. Fait que c'est ça. Merci, Rodrigue. Comme je l'ai mentionné, j'ai dévoré ton livre en 2-3 jours. Puis c'est un habile alliage entre le récit d'aventure puis une prise de position sur l'occupation du territoire. J'aimerais connaître la genèse de cette expédition-là. Autrement dit, comment un avocat se retrouve en plein milieu de la forêt, affronter des rapides tumultueux. Donc, je serais intéressé à connaître ça. Bien, merci pour la question. Puis là, je vais faire ça pas mal plus court que la première réponse. Nous, puis c'est écrit dans les premières pages, là, mais quand on est à Amos, on a une ville, puis au nord de la ville, au centre-ville, mais dans la partie plus nord, il y a des rapides. Bon, ils sont pas dangereux tant que ça, mais tu vois, un rapide, en passant, c'est quand l'eau devient tumultueuse, là, qu'on appelle, là, qu'il y a comme des vagues. Au lieu d'être plat comme sur un lac, ben il y a un rétrécissement du cours d'eau, puis où il y a une baisse du dénivelé. Donc, il y a comme des petites chutes qui se créent, naturellement. Et ça, ben évidemment que ça fait peur. Là. Tu te dis, je ne vais pas me pitcher dans le rapide parce que, il peut avoir des conséquences. Mais moi, j'avais à ce moment-là, au début de l'expédition, j'avais 27 ans. J'avais à peu près jamais été au nord de cet endroit-là, c'est-à-dire traverser les rapides. Je l'avais fait quelques fois avec des amis, mais dans notre ville, où est-ce qu'on vient, c'est comme si ce qu'il y a par en haut, au nord, on ne sait pas ce qu'il y a. Il n'y a personne qui en parle, puis c'est comme, on est à Amos, mais c'est comme un peu mystérieux, obscur, puis c'était ça un peu la motivation. Puis, à l'époque, j'avais votre âge, justement, j'étais au cégep, puis le père de ma blonde revenait d'une expédition en canot, la même que vous voyez à l'écran, là, il a descendu tout ce long cours d'eau-là, puis il revenait avec son regard était transformé, des étoiles dans les yeux, puis il m'a dit, c'est tellement magnifique ce qu'il y a là-bas, j'arrive pas à le décrire, donc je me suis dit, un jour, je veux faire ça. Puis, le livre, forcément, il parle de l'histoire de cette descente-là, de ce cours d'eau-là, mais je vous invite à le lire avec le regard que vous pourriez avoir sur quelque chose de proche de vous, mais que vous n'avez jamais eu l'occasion d'y aller. Puis ça n'a pas besoin d'être un fleuve, ça peut être n'importe quoi, quelque chose que vous sentez, qui vous interpelle. Puis à un moment donné, je pense qu'il faut juste se donner le temps de le faire. Moi, ça a été long avant que ça puisse se faire. Avec des amis, pendant des années, on voulait l'organiser. Ça ne marchait pas pour différentes raisons. Finalement, en 2021, on a été capable. Puis j'étais tellement chanceux. Je suis parti avec mon frère, mon petit frère, et 2 amis. Puis c'est ça, on est parti et on ne savait pas trop combien de temps ça prendrait. Finalement, ça a pris plus de temps qu'on pensait, mais on l'a fait. Fait que c'est ça. OK, le titre du livre, Ouais. Nani Cana, qui se traduit par la voix principale, si je me souviens bien. Nani Cana, c'est le personnage central du récit. Et puis, dans l'espace public, dans l'espace médiatique, quand on consulte un atlas, les cartes, on ne retrouve pas vraiment Nani Cana, et encore moins le fleuve Nani Cana, comme tu le nommes dans le livre. On retrouve plutôt la rivière Arikana. Dis-moi, pourquoi avoir fait ce choix-là, de nommer précisément ce cours d'eau-là comme étant un fleuve, et de le nommer Nani Cana au lieu de Arikana? Oui, c'est essentiellement le cœur du premier chapitre, mais
c'est pas un punch, là, fait que je vais vous le dire. Puis au pire, vous commencerez au deuxième chapitre, là, c'est pas grave. Mais c'est ça, c'est un peu ça aussi. Puis on est entouré de noms de plein d'affaires, des rues, des parcs, des autoroutes même qui ont des noms, puis des fleuves. Un fleuve ici, le fleuve Saint-Laurent. C'est qui ça, Saint-Laurent? Bon. Et c'est un peu la même chose pour nous. Moi, j'ai grandi, je suis né à l'hôpital d'Amos, à côté de ce qu'on appelle la rivière Aricana. Dans la ville, je suis allé à la commission scolaire Aricana. J'ai appris le piano à l'école de musique Aricana. J'ai fait tout ce que vous pouvez imaginer à l'affaire Aricana. Bon. Et, fait que je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on a à remettre en question. C'est écrit partout, les noms des édifices, des rues, bon. Tout porte le mot Aricana, pratiquement. Bon. Et à un moment donné, ben, finalement, en développant des amitiés avec des amis de la nation Anishinaabe, de la Première Nation Anishinaabe, des Autochtones, j'ai compris que finalement, c'est pas vraiment ça le mot qu'on devrait dire, c'est plutôt Nanikana. Et pour la simple et bonne raison que dans leur langue, il n'y a pas de R. Fait comment ça se peut que le nom d'un cours d'eau qu'ils ont nommé Nanikana soit devenu Aricana? Fait mais il y a eu, à travers l'histoire, puis je reviens un peu sur ces détails-là dans le livre, mais les occupants qui sont venus d'Europe, quand ils sont arrivés dans cette région-là du monde, il y a quelques siècles, ils ont dit, ben non, ça va s'appeler Aricana, puis depuis, ça a toujours été ça qu'on a conservé. Et moi, j'avais envie de revenir sur cette erreur-là, qui a été commise il y a très longtemps, mais qu'on répète à travers le temps. Et je me dis, ben tu sais, pourquoi on n'appelle pas les choses par leur vrai nom? Tu sais, c'est comme si moi, on m'appelait toujours Robert. Non, c'est Rodrigue. Tu sais, ça ressemble, là, mais appelez-moi donc par mon nom. Tu sais. Ben, c'est un peu ça, je pense. Puis, Nanikana, la signification, la voie principale, ça a plein de sens parce qu'effectivement, géographiquement, c'est un fleuve. Si je vous pose la question, c'est quoi la définition d'un fleuve? Je pense que certaines personnes ici qui sont en géographie, peut-être je ne veux pas vous coincer, là, mais ça serait, qu'est-ce que vous pensez que ça serait comme signification un fleuve? La définition géographique. On pense au fleuve Saint-Laurent, le fleuve Amazon, le Nil. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces cours d'eau? Je vois la même personne qui lève la main, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'essayer. C'est correct. Ah oui, ici. Je pense que c'est un cours d'eau qui va se rejeter dans l'océan. Oui, je le répète au micro pour les fins de l'enregistrement. Un cours d'eau qui jette dans l'océan. Effectivement, c'est ça. Et ça, c'est. Puis, c'est pas juste moi qui le dis, en fait, c'est la Commission de toponymie du Québec. C'est une espèce d'organisme, si ça vous tente, comme carrière. Travailler à la Commission de toponymie, c'est quoi? C'est eux qui décident qu'est-ce qui s'appelle quoi. Les rues, les avenues, les parcs, les lacs, les cours d'eau. Mais ils vont aussi, eux, donner des définitions pour dire c'est quoi la différence entre une rue et une avenue, c'est quoi la différence entre une route, une autoroute, mais aussi pour la nature, entre un étang, un lac et entre une rivière puis un fleuve. Puis quand on va sur leur site, ils disent la définition d'un fleuve, c'est ça. Un cours d'eau important qui jette dans la mer, dans l'océan. Bien, pourquoi d'abord Nanikana, on l'appelle comme une rivière? Parce que si vous regardez sur l'écran, ce cours d'eau-là se jette effectivement dans l'océan Arctique. Ça semble étrange, mais effectivement, la baie James fait partie de la baie du Thon, qui fait partie de l'océan Arctique. Et cet endroit-là où Nanikana se jette dans l'océan, c'est d'ailleurs le point le plus au sud partout sur la planète. L'océan Arctique qui fait le tour de la Terre, là, mais c'est à cet endroit-là le plus au sud, mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même l'océan. Et donc, c'est pour ça que moi, je disais, dans le livre, pourquoi qu'on appelle ça une rivière d'abord? Et donc, j'ai fait des demandes, des démarches, une démarche d'enquête pour voir d'où que ça vient. J'ai demandé à cette commission-là obscure, la commission de la toponymie, pourquoi vous appelez ça
rivière plutôt que fleuve. Puis finalement, j'ai obtenu leur réponse. Je vous épargne les détails juridiques, là, mais c'est qu'eux-mêmes reconnaissent que c'est un fleuve et non une rivière, mais ils disent, on va continuer d'appeler ça comme une rivière parce que, 2 arguments. Un, c'est trop compliqué de changer ça. Puis, c'est-à-dire, il y en a d'autres, fait que si on commence avec lui, il va falloir qu'on change pour toutes les autres, parce qu'au final, il y en a comme 17. Fait un argument de lâcheté. Puis l'autre argument, c'est de dire, ben les gens ont toujours appelé ça de même, fait qu'on va continuer d'appeler ça de même. Donc, un argument de lâcheté puis un argument de mensonge. Tu sais, c'est de dire, on le sait que c'est pas vrai, mais on va continuer de dire ça de même pareil. Fait que, moi, je trouve pas ça satisfaisant, comme explication. Puis je trouve que si nos 17 fleuves au Québec, incluant le fleuve Saint-Laurent, on les appelait des fleuves, on serait plus fiers de la nature, des cours d'eau, puis on aurait plus tendance à les protéger. Vous habitez sur le bord d'un magnifique fleuve, puis je pense que les gens au Québec, on le sait, l'importance du fleuve Saint-Laurent, on veut le protéger, mais qu'en est-il des autres? Fait que c'est pour ça aussi que le livre il part de même. Dans l'ouvrage, il y a une grande place qui est faite à certaines langues parlées par les premiers peuples, donc les peuples Anishinaabe et Yush. Tu utilises Nanikana, comme tu viens de l'expliquer, mais également tu nommes certains affluents, certaines îles, des lacs, des rapides, certains animaux même. Au début de l'ouvrage, tu prends la peine d'expliquer comment prononcer certaines lettres dans ces langues-là. Il y a un glossaire à la fin de l'ouvrage qui traduit certains mots. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Est-ce que c'était une façon d'essayer de désinvibiliser les véritables premiers occupants du territoire? Absolument, c'est la principale raison. Puis aussi, dans leur langue, ces îles, rivières et fleuves et éléments de la nature, ça a des définitions très poétiques, très descriptives aussi. Fait que je trouvais ça préférable de l'écrire dans leur langue, puis après, si les gens sont intéressés de savoir c'est quoi la définition, la traduction en français, ben vous pouvez le voir à la fin. Puis le but, c'est pas c'est pas écrit dans leur langue d'un bout à l'autre, c'est juste quand on nomme une rivière, là, c'est dans leur langue. Bon. Mais un rapide. Mais, tu sais, je vais vous en nommer quelques-uns parce que, bon, je m'en souviens pas tout par cœur, là, mais c'est quand même... Moi, je trouve ça beau, là. C'est poétique, puis c'est même important là, de le dire dans leur langue. Je vous donne un exemple d'un lac qui, en français, s'appelle le lac Figuerie. Je ne sais pas c'est qui Figuerie. J'habitais sur le bord de ce lac-là. J'ai jamais su c'était qui Figuerie, mais en Anishinaabe-Mowen, la langue des Anishinaabe, ça s'appelle Minek Sagegan, le lac de l'épinette blanche. Bon, tu sais, c'est quand même déjà un peu plus parlant. On a Aquamoswan Sagegan, le lac où l'on guette l'orignal. Puis en français, c'est le lac Obalski. Je sais pas, tu sais, on dirait que j'aime mieux ça dans leur langue. C'est fait plus beau, puis c'est ça. Puis c'est la même chose pour les rapides. Puis je dois souligner la générosité des aînés, des personnes des deux nations qui ont voulu me partager les noms de ces éléments-là de la nature. C'est la première fois que c'est écrit dans un livre les noms des rapides dans leur langue. Fait que c'est quand même quelque chose, je pense, pour la suite. Là. Un livre, ça sert un peu d'archive, là, mais c'est quand même bien qu'on s'intéresse au nom de ces éléments-là dans leur langue. Ouais, je trouve. Une telle expédition nécessite bien évidemment une préparation conséquente. Puis je pense que tu as dû fouiller énormément pour essayer de trouver de l'information sur ce qui t'attendait au-delà de ce que tu connaissais, là, au-delà des rapides d'Amos. Donc, tu as fouillé dans des journaux d'expédition qui dataient du 20e siècle, écrits par des colons qui ont migré en Abitibi. Tu as également une dénommée Bernadette Thomas, je la nomme parce que je vais la citer dans quelques instants, ou encore Bernard Clavel, cet auteur français là, qui a écrit le roman Arikana,
qui m'enseigne une famille québécoise qui s'installe en Abitibi au début du 20e. Bref, dans l'Ankada, tu mets en relief la vision qu'ont les colons sur les premiers occupants du territoire au 20e siècle. Et j'aimerais citer un passage que l'on retrouve à la page 38. Nous créons un imaginaire qui participe à l'invisibilisation des véritables premiers occupants et premières occupantes. Dans son récit, Bernadette Thomas mentionne uniquement la présence des Anishinabek lorsqu'elles se portent à leur secours, que ce soit pour partager un canot ou leur apporter du poisson, les confinant dans le fameux rôle des bons autochtones qui n'attendaient que de se faire prendre leur terre. Bernard Clavel, lui, s'intéresse certes davantage à leur sort, mais non sans romantisme ou pitié. Une telle approche de l'histoire de l'Abitibi, je n'hésite pas à l'affirmer, s'apparente à la glorification de la colonisation, à la normalisation de la dépossession et à l'admission de l'assimilation, du génocide, diraient certains. Donc le fait que tu aies donné des voix au premier peuple à travers Nankana, en recueillant des témoignages de personnes issues de ces communautés, ou encore le fait que la préface et la postface soient écrits par des personnes issues des premiers peuples, est-ce que c'est une façon de proposer une vision décoloniale du territoire? Absolument. Absolument. Puis je m'étais pas relu, puis ça fesse dans le tâche, cet extrait-là. En effet. Mais ça a sorti de même, puis je le pense encore 2 ans plus tard. Et c'est le genre de passage, je crois, qu'il n'y a pas... qui a dû avoir un certain effet dans certaines sphères historiennes de la région, parce que c'est vrai, dans notre cas, peut-être ici également en Montérégie ou ailleurs dans le sud du Québec, on se concentre beaucoup sur l'histoire des colons, des Blancs. Bon. Et chez nous, c'est très frappant parce qu'en fait, ça fait beaucoup moins de temps que la colonisation, l'arrivée des Européens ou des Canadiens, des Québécois a eu lieu. On parle d'environ une centaine d'années seulement. Et donc, on arrive à côtoyer des gens, des Autochtones qui sont nés dans le bois, à toute fin pratique, avant l'arrivée l'installation du système de santé actuel, là, où tout le monde doit naître obligatoirement quasiment à l'hôpital. Là. Et ça fait en sorte que moi j'ai de la misère avec ça, étant né dans cette région, qu'on concentre à ce point l'attention sur l'histoire des Blancs, des colons, des Québécois, sans s'intéresser à celle des nations autochtones. Et c'est un peu... moi, c'était l'écueil que je voulais éviter en écrivant le livre. Je voulais pas que ça soit juste notre histoire à mon frère, mes 2 chums, puis moi, qu'on descend, puis on parle juste de notre affaire, puis alors que c'est un fleuve qui est parcouru depuis 8000 ans, là, au moins, par des milliers de personnes. Et évidemment, on ne peut pas retracer toute l'histoire de chaque individu qui a parcouru le territoire, mais c'était important pour moi de commencer le livre en parlant de ça, de dire qu'on a tous un rôle à faire pour creuser puis chercher l'envers de l'histoire. Puis je prétends aucunement là, être allé au fond de l'affaire, mais la réalité, c'est que les aînés, là, ceux qui portent les connaissances des nations autochtones, ils sont en train de nous quitter. Ils sont très vieux. Ils meurent à chaque année davantage. Et puis moi, j'ai ressenti une urgence d'aller à leur rencontre, de m'asseoir avec eux, de leur parler. Puis ça a donné des témoignages très, très beaux, mais complémentaires aussi avec ce que d'autres recherches ont mis en lumière là, dans le livre. Comme, je donne juste un exemple. J'ai parlé avec une femme Iyu, Cri, non, en français, et elle me disait que, bon, quand elle était jeune, m'a décrit où elle habitait. Ils avaient l'habitude de pêcher de l'esturgeon puis de voir les caribous traverser. Puis qu'à un moment donné, il avait vu des prospecteurs arriver, puis elle se souvient de ce moment-là. Puis elle l'a dit que, moi, je pense que c'est ça, ses plus grands souvenirs. Mais
en retraçant le journal du premier prospecteur puis arpenteur, finalement, du gouvernement du Canada dans les années 1900, ben lui-même, dans ses récits, il dit qu'il a rencontré à cet endroit-là des Autochtones qui pêchaient de l'esturgeon puis qui chassaient le caribou. C'est pas elle, c'est sûrement ses parents ou ses grands-parents, mais tu sais, c'est quand même quelque chose, là. Historiquement, là, dans le monde, un lieu où un premier blanc est en contact avec des Autochtones qui vivent là de la... Tu sais, c'est ça là, qui s'est passé. Là. Puis elle, c'est ses parents ou ses grands-parents qui ont été en contact avec le premier non-autochtone à cet endroit-là, tu sais. Selon toute vraisemblance. Ça se pourrait qu'il y en ait un au 18e siècle qui se soit écarté puis qu'on n'a jamais retrouvé la trace, mais j'ai parlé avec des historiens, puis effectivement, Nanicana, c'était pas une voie qui était empruntée. Fait il y a une richesse historique à s'intéresser à leur histoire, puis je trouve que, ouais, on n'a pas fait ce travail-là suffisamment au Québec. Puis moi, j'essaye de contribuer à ça, mais je n'ai pas étudié là-dedans, là, fait que c'est ça. Je fais mon possible. En lisant le livre, j'ai perçu une certaine indignation, pour ne pas dire une indignation certaine, dans le rapport qu'entretient l'être humain au territoire, où l'extractivisme est souvent priorisé au détriment de la préservation. Tu compares les ressources naturelles à des trésors à piller par les grands industriels. D'ailleurs, je trouve que tu illustres brillamment le paradoxe qui subsiste entre la beauté de Nanicana, qui est périodiquement interrompue par des activités humaines. Comment est-ce que ça se manifeste en Abitibi? Autrement dit, comment le territoire est transformé ou voire déformé par les grands industriels? Bien, c'est une question qui m'amène dans le cœur de mon travail. J'ai tenté d'y donner une certaine couleur dans le livre, mais je veux pas être trop downer là, avec vous aujourd'hui. Fait que je veux surtout souligner que le livre, en tout cas, moi, ça a été mon souhait. Je voulais qu'il y ait une lumière qui se dégage du livre. T'sais, quand on le lit, qu'on nous amène vers la beauté, puis sans parler d'espoir, mais de dire, hey, c'est un endroit que j'aimerais aller, c'est formidable, c'est une beauté de la nature, de la culture, du patrimoine de l'humanité. Et donc, c'est ça que je souhaite que vous reteniez du livre si un jour vous le lisez. T'sais. Mais, pour être intègre, on ne peut pas, de nos jours, je crois, là, en 2025, parler de la beauté de la nature sans reconnaître l'état de la situation qui n'est pas si parfait que ça. Là, bon. Le territoire en Abitibi, comme à bien des endroits, et on souhaite l'exploiter. Là. Bon, qu'on le veuille ou non, il y a des compagnies qui souhaitent s'enrichir en extrayant des minéraux, en récoltant des arbres, et ça se voit particulièrement dans notre région en Abitibi. Mais il y a aussi, si on pense aux fleuves, aux rivières, des projets de barrages qui sont jamais très loin. Et j'ai voulu quand même dans le livre pas écarter cet élément-là. Je veux pas qu'on romantise, là, comme on disait tantôt, là, cet endroit-là, comme si c'est un endroit immaculé, intact. Il y a eu beaucoup d'impact. Puis moi, je souhaite qu'on en prenne conscience. Mais c'est en prenant conscience tant de l'ampleur de ces impacts-là que de la beauté des choses qu'on peut réellement faire arriver à établir cet équilibre-là entre qu'est-ce qu'on exploite et qu'est-ce qu'on protège. Puis, pour répondre directement à la question, les impacts, comment on les voit en Abitibi, quand on pense à l'industrie minière, on peut penser à une mine à ciel ouvert qui peut faire plusieurs kilomètres de long, qu'on pourrait mettre la tour Eiffel dedans tellement c'est creux, plus de 400 mètres de creux, des déchets, des montagnes de déchets qui s'étendent à perte de vue, comme on pourrait penser au Mordor, là, ça ressemble essentiellement à ça. Il y a de ça. Il y a aussi beaucoup de sites qui sont abandonnés, que les compagnies ont fait leur profit, elles ont quitté les lieux. Puis mon travail, c'est pas de prétendre qu'on est des sauveurs du monde. Là. C'est la tâche est trop colossale pour prétendre que, on est en voie de gagner la bataille pour la protection du vivant en Abitibi, mais j'essaie du mieux que je peux de sensibiliser la population et les élus pour réduire les impacts sur le territoire puis augmenter la protection du territoire. Fait que
ce livre-là s'inscrit un peu là-dedans, dans cet objectif-là, mais pour pas être trop rough là, sur la lectrice ou le lecteur, on embarque dans le canot, puis on suit le territoire, on suit la nature, puis on regarde ce qui nous entoure, puis c'est sûr qu'il y a des endroits que c'est immensément beau, on le dit, puis il y a des endroits que c'est immensément dégradé, contaminé, puis on le dit. Puis on le dit tellement qu'il a fallu qu'on prenne des précautions pour le faire relire par d'autres avocats pour savoir, OK, ça nous met-tu dans le trouble de dire tout ça, tu sais? Finalement, non, c'est bien correct, mais je voulais pas qu'on fasse comme si tout était correct, là, tu sais. Il y a des affaires qui n'ont pas de bon sens, là. Il y a des sites miniers abandonnés avec les gens ici qui ont fait un peu de chimie, là. On a échantillonné de l'eau sur un site minier ancien, puis un site minier abandonné. Un pH de 2,6, ça vous dit quelque chose? Ben, c'est ça qu'on a échantillonné. Des taux de mercure, d'arsenic, de métaux lourds qui sont ahurissants. C'est aussi ça qu'il y a sur le bord de Nanicana. Ouais. Lundi dernier, on a reçu d'autres conférenciers qui te connaissent. Ah ouais? Qui nous ont parlé très, très, très brièvement de Joutel. Ah oui, Joutel c'est qui est un... J'oublie les noms. Je vois pas Hélène dans la salle, mais... C'est correct, oui. Bref, je pense que tu Ouais, as collaboré... on en jasera plus tard. Je pense que tu as collaboré à un ouvrage. Oui, OK, oui. Ouais. Ben oui, on les a envoyés là-bas, ils ont vu ça par leur propre vie. Ouais. Mais c'est ça, ils nous en ont parlé très, très, très brièvement, mais ils nous ont dit que tu serais vraiment, vraiment meilleur pour en parler. Ben, c'est un peu ce que je viens de faire. Mais dans le livre, chapitre 4, c'est pas mal ça. Mais est-ce que tu peux décrire aux étudiants qu'est-ce que c'est Joutel, Ouais. puis qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur une communauté qui très rapidement surgit à un endroit pour des besoins industriels, puis qui, du jour au lendemain, presque, se disperse à travers le territoire après que la ville ait fermé? Absolument. Fait on y va beaucoup plus concrètement avec cette question. Joutel, c'est un exemple parfait d'une ville champignon qui a sorti du sol pour accueillir des travailleurs qui voulaient, qui étaient engagés par une compagnie qui souhaitait exploiter un gisement. Dans ce cas-là, c'était une mine d'or. Mais à l'origine, il y avait une mine de cuivre. Et bon, il y a eu quelques mines en opération pendant quelques décennies à peine, des années 60 aux années 90. En 30 ans, essentiellement, ils ont maximisé l'exploitation. Puis, rendu en 1995, la ville n'était... Tu sais, la mine a fermé. Okay? La mine a fermé, la dernière mine en opération. Et 3 ans plus tard, 1998, la ville était complètement démantelée. Fait que vous imaginez une ville d'environ 1000 habitants, c'est de taille modeste, là. C'est quand même pas Longueuil, là. Mais la ville qui émerge du sol et 30 ans plus tard qui disparaît complètement, les maisons qui sont déménagées aux 4 coins de la région de l'Abitibi puis du nord du Québec. Et on laisse par contre les rues, les trottoirs. Fait qu'encore aujourd'hui, si on y va, on peut se promener sur les rues et trottoirs. Mais cette année, ça fait 30 ans, là, parce que la mine elle a fermé en 95. 30 ans plus tard, nous, c'est ce qu'on a fait. Puis c'est là où on a invité dans les derniers mois les personnes que vous avez pu rencontrer la semaine dernière. On a constaté que les travaux de restauration sont toujours loin d'être complétés. Et puis affiche des taux de contamination très graves d'atteinte à l'environnement. Et donc, on va continuer en parallèle, dans le cadre de mon travail, de tenir les compagnies responsables pour ces atteintes-là à l'environnement. Mais c'est frappant à quel point que même à côté d'un aussi grand joyau de la nature qu'est le fleuve Nanicana, qui est d'ailleurs encore occupé à cet endroit-là par des membres de différentes nations autochtones, la nation Cri, et de la nation Anishinaabe, malgré la présence importante culturellement, mais aussi au niveau de la biodiversité qui s'accroche, là, un lieu de chasse, de pêche important, malgré ça, on a ouvert une mine, on a vidé les ressources le plus possible dans un court laps de temps. On a été jusqu'à créer une ville et la démanteler. Et 30 ans plus tard, on est encore confronté à ces impacts-là. Fait que c'est une réflexion, tu sais,
qu'on doit se faire? Est-ce que c'est le genre de développement qu'on veut faire du territoire du nord du Québec? Moi, je crois pas. C'est pas durable. On peut pas genre commencer à faire des mines puis des villages à gauche, à droite, puis de les fermer en un claquement de doigts, là. 30 ans, c'est d'opération puis de vie pour une ville, c'est trop court, là. Tu sais, puis dans le livre, on a les témoignages d'un enfant qui a grandi à Joutel puis qui a vu sa maison partir là, sur une remorque, puis tu sais, quel effet ça a sur les humains, ça, de naître à quelque part, puis de ne pas pouvoir y retourner parce qu'il n'y a plus rien, tu sais. C'est ça aussi, le Québec. Ouais. Donc, l'exemple de Joutel est bien sûr illustre à quel point les minières sont une menace pour le fleuve Nanicana. Mais mis à part les minières, est-ce qu'il y a d'autres menaces qui planent sur le fleuve? Oui, bien, la principale, c'est évidemment celle d'un barrage hydroélectrique. On sait qu'au Québec, on tire notre électricité de cette source-là principalement, l'hydroélectricité, une source d'énergie qui est faible en émissions de gaz à effet de serre, mais qui, pour les territoires visés, est synonyme, bien, s'accompagne d'une destruction des lieux, là, une perte de capacité d'occuper les lieux, c'est inondé, là. Bon. Et donc, pour un fleuve aussi important que Nanicana, c'est toujours une menace qui peut exister. Et j'ai tenté d'obtenir des réponses de la part d'Hydro-Québec à ce sujet. Est-ce que Nanicana fait partie des plans d'Hydro-Québec? Est-ce qu'il y a un barrage qui s'en vient prochainement? Et la Société d'État a refusé de me répondre. Et donc, j'ai dit, OK, bon, on se revoit devant la cour. Et j'ai une date d'audience fixée en avril prochain pour m'ostiner avec leurs avocats pour qu'ils puissent nous dire si oui ou non Nanicana verra un barrage prochainement. Tu sais, l'idée, c'est pas nécessairement de dire non aux énergies renouvelables, mais c'est plus qu'on sache comme Québécois, Québécoises, quels sont les prochains fleuves menacés. On sait que Hydro-Québec veut augmenter fortement la production d'hydroélectricité. Ça ne se fera pas sans impact sur les rivières, les fleuves. Puis moi, à cause du lien que j'ai avec Nanicana, je souhaite savoir qu'est-ce qu'il en est. Et à suivre dans un prochain épisode. Cette relation avec le territoire, elle est... En fait, dans la préface, l'autrice, elle écrit que chez les Allochtones, les lieux patrimoniaux sont souvent des lieux construits par des hommes, comme des maisons ancestrales ou des forts, par exemple. Alors que chez les Anishinabés, le patrimoine, c'est Nanicana, donc la nature. En quoi est-ce que ça illustre une conception différente du territoire pour les premiers peuples par rapport à la plupart des Allochtones? Oui, c'est tellement beau ce qu'elle a écrit, Isabelle Mapachi, puis en la postface également, c'est des personnes que je connais, des amis. Je leur ai demandé, voulez-vous comme écrire quelques pages pour commencer le livre puis le finir? Puis, tu sais, en 3 pages, ils ont fait de quoi de plus beau que moi en 300. Là. Fait que, au pire, achetez-le pas, puis allez à la bibliothèque, lisez la préface, puis ça va comme résumer pas mal ce qu'il y a dans le livre. Puis, parce que c'est ça, finalement, moi, c'est avec mon background d'avocat puis de biologiste, j'ai tenté d'expliquer à quel point c'est important la nature, puis eux, ils n'ont pas besoin de l'expliquer avec des notes en bas de page, puis des références, puis bon, elles le vivent, tu sais, elles sont nées au contact du fleuve, et fait, je trouvais ça vraiment précieux, puis moi, je reconnais que c'est elles les mieux placées pour le dire, mais bon, pour ces 2 femmes-là, c'est sûr que pour elles, c'est préférable de s'exprimer à l'oral qu'à l'écrit. Fait que c'est un exercice qu'elles ont fait là, pendant longtemps, qu'elles sont réfléchies, puis fait que c'est quand même d'une rareté puis d'une beauté là, fait que mais comme je savais que c'est moins à la portée de chacun chez les peuples autochtones d'écrire, je suis allé m'asseoir avec des aînés autochtones des 2 nations, mais avec aussi des mères de famille, des canoteurs, pour leur demander, eux, qu'est-ce qu'ils avaient comme relation avec Nanicana. Puis ça, vous allez le voir comme en citation tout le long du livre. Là. Fait que, finalement,
c'est des personnages qui font partie de l'histoire. Ils donnent leur point de vue sur les lieux. Puis moi, ce qui m'a étonné, c'est que ce que ces gens-là pensent de Nanicana, c'est très près de ce que les Allochtones pensent aussi de Nanicana, les non-autochtones. Pas juste moi, mais les autres personnes qui s'expriment dans le livre. Quand on aime quelque chose, quand on veut, quand on est mis devant toute la beauté du monde, peu importe notre origine, on va avoir quand même, dans notre langage, là, beaucoup de points en commun. Fait que je trouve, en tout cas, c'était pas arrangé de même, mais ça coule. C'est ce qu'ils disent, puis ce qui est dit ailleurs, je trouve que ça se rejoint. Ouais. L'ouvrage est ponctué de cartes géographiques. Ouais. Donc, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important de cartographier les différentes étapes de l'expédition? Ben, ouais. Il y a des cartes, puis il y a des illustrations aussi. Je vous en montre quelques-unes. Bon, là, ça commence avec la carte principale, là. Puis après ça, en alternance, à chaque chapitre, vous avez une carte plus précise de ce qui s'en vient dans les 2 prochains chapitres, avec les lieux des campements où on a dormi. Et vous avez après, dans les chapitres en alternance, les chapitres impairs, une illustration qui a été faite par une illustratrice professionnelle qui est une amie à moi, qui vient d'Amos également. Et ben, je trouvais, premièrement, c'est comme le fun d'avoir des images puis des cartes, là. Ça fait moins de lecture, là. Puis tu te dis, yes, je viens de sauver 2 pages. J'ai toujours aimé ça. Bon, puis peut-être parce que je suis paresseux, là, mais en même temps, de voir la progression, de voir les lieux inscrits, tu sais, on remet les noms des cours d'eau, des îles dans les langues d'origine, fait que vous voyez la progression. Puis, ben, en fait, c'est ça, comme ça reste un ouvrage qui décrit un territoire, puis les cartes, ça a toujours été un outil important pour ça. Puis, j'ai pas fait ça tout seul, là, vous imaginez là, que j'ai aucun talent en cartographie et en infographie, mais on avait une petite équipe. Toutes des gens bénévoles là, qui ont travaillé là-dessus. Fait que, ouais, en espérant que ça donne un élément additionnel là, à votre compréhension puis votre lecture de Nanicana. Ouais. À vivre pendant près d'1 mois en pleine nature, dans un confort minimum, loin des commodités, de la technologie qui est bien présente dans notre quotidien, est-ce que tu as ressenti des effets positifs sur ta santé, tant physique que psychologique? Merci pour la question. Puis c'est pour ça que tantôt, je vous disais, tu sais, je pense à vous comme public cible. Mais pas cible dans le sens qu'on vous tire dessus, là, mais cible dans le sens que ça serait le fun que vous vous intéressiez à ce type d'expédition. Moi, ça ne me dérange pas que vous ne lisiez pas le livre. C'est pas ça. Je ne suis pas ici pour vendre le livre. Je suis ici pour vous encourager à partir à l'aventure. Dans un endroit, ça peut être en voyage sac à dos, là, mais je vous encourage surtout à le faire en vous déconnectant. Moi, ça m'a pris 2 semaines à quasiment... puis là, je le dis en toute sincérité, je n'ai rien à cacher là-dessus. Ça m'a pris 2 semaines, 15 jours avant de décrocher. Tu sais, non, j'ai une rencontre qui s'en vient. Mes collègues, je leur ai dit que je partais juste 3 semaines. Finalement, c'est sûr que ça va nous prendre au moins 1 mois, que je vais perdre ma job. Tu sais, ma blonde, elle m'attend. Puis là, puis d'être comme sur le stress de ne pas regarder mes notifications, puis de ne pas être au courant de ce qui se passe dans le monde. 2 semaines là, à ce que ça me joue, là, ça me travaille. Puis après 2 semaines, je vous le dis, là, d'ailleurs, on a failli mourir, là, pour le dire, là, à la 15e journée. Puis là, j'ai fait, OK, là, genre, au pire, je vais mourir, mais je peux pas, genre, mourir stressé de même. Ça n'a pas d'allure, là. Puis j'ai juste fait fuck off, tu sais. Ben, désolé, je le dis de même, là. Je suis un peu imagé dans mon discours, mais vraiment, j'ai comme frappé un mur. J'ai dit, là, faut que je décroche. Puis ce voyage-là le permettait. On pourrait tous passer 1 mois sans cellulaire, sans contact avec la technologie,
Peut-être pas avec vos millions, là, mais bon, durant l'été, il y a moyen de s'organiser 1 mois de déconnexion, mais ce voyage-là a permis ça, a forcé ça. Puis ça m'a quand même donné tout un reality check, de dire, j'ai d'utiliser des anglicismes, fait que je le dirais en français, mais ça m'a remis à l'ordre. Ouais. Puis, puis ça remis à l'ordre de quoi? À l'ordre de la nature. Le temps que tu passes pas dans ta tête, tu le passes en contact avec la rame que tu as dans les mains, avec le bruit des hiboux qui ululent la nuit, le bruit des rapides, la température, qu'il fasse beau, qu'il fasse moins beau. Fait que le canot, ça permet ça. Il y a plein d'autres manières qui le permettent, mais comme humain, on doit s'offrir ça. Ouais, je pense que ça nous transforme. Puis je pense que vous êtes aussi une génération qui a été... Vous avez été beaucoup plus en contact avec la technologie à un jeune âge que moi, tu sais. Et c'est pour ça que je vous dis, ça fait du bien. Ça fait mal, mais ça fait du bien après 15 jours. Fait que, au pire, partez 3 semaines. Là, mais il y a quelque chose, puis moi je le dis, 2 semaines, c'est pas scientifique, là, mais je parlais avec les autres canateurs d'expérience, puis généralement c'est ça. Là, en 2 puis 3 semaines, tu finis par dire, regarde, même si j'ai des enfants, même si j'ai un chien qui m'attend à la maison, même, regarde, il faut que je profite de ce qui m'entoure. Fait que, je vous le souhaite, vraiment, sincèrement. C'est ce que je vous souhaite. Plus que vos études, plus que vos carrières, vos amitiés, c'est un moment que vous devez avec vous-même, je pense. Tu sais, c'est ce décrochage, mais ce raccrochage. Parce que si on enlève notre attention à ça, à la technologie, ben on la reporte sur quelque chose d'autre, puis ça nous apaise aussi. Fait, je pense qu'on est très stressé là, par bien des affaires, mais c'est démontré, là, la nature, elle nous accueille avec ses bras et ses branches ouvertes. Tu décris ce sentiment-là comme un intangible sentiment de plénitude. Est-ce que tu es toujours d'accord avec ça? J'étais fort inspiré de la plume à ce moment-là, mais je pourrais dire, j'aurais pu résumer ça de même. Ouais. Ça marche. Tu le sais qu'on parcourt des rivières, on a accès à certains territoires naturels qui sont inaccessibles autrement. Puis on sait aussi qu'une majorité de la population maintenant vit en ville, dans des milieux artificiels. Est-ce que tu crois donc qu'un contact plus fréquent avec les milieux naturels pourrait participer à favoriser une plus grande prise de conscience collective sur cette richesse? Dans le sens que ça peut être un peu difficile de vouloir protéger un territoire auquel on a peu accès. Absolument. Puis je veux surtout pas donner l'impression que moi je suis l'Abitibien qui vit dans le bois puis que c'est juste important pour nous autres. Puis bon, vous habitez en proximité avec une nature merveilleuse là, dans votre région, dans votre ville, dans votre quartier, sur votre rue. Vous n'avez pas besoin d'aller loin, vous n'avez même pas besoin de char pour vous déplacer, pour être en contact avec cette nature-là. Puis moi, si j'écris sur Nanicana, c'est pas que je suis né à Amos, c'est ça qui est identitairement fort pour moi, mais je le sais, mon grand-père, il vient de Brossard, ma mère a grandi à Brossard. Je suis comme dans ma famille là, quand je viens ici. Je sais qu'il y a plein de beaux endroits, puis il y a plein de fleuves, il y a plein de rivières, mais il n'y a pas juste ça. Il y a des montagnes. Vous avez des montagnes, on n'en a pas. Il y a des lacs, puis vous êtes près d'une immensité de possibilités dans votre vie pour être en lien avec la nature puis la défendre. T'sais. C'est pas facile dans la vie. Puis c'est ça aussi, je veux pas débarquer en vous donnant l'impression « Ah, moi, ça va bien, je suis avocat pour l'environnement, on va tout sauver à patente. » Ça va pas bien, la nature, là, on va se le dire. Puis soyez indulgents envers vous-même. Vous n'avez pas besoin de prouver à quiconque que votre job fait une différence, votre carrière fait une différence pour sauver la nature. Méfiez-vous des gens qui vous font croire que ils vont être capables de tout sauver. Là. Il faut qu'on travaille ensemble, mais c'est surtout dans votre vie que je vous souhaite d'avoir un rapport pacifique, privilégié, puis qui vous nourrit avec la nature. Puis, moi, je pense que il y a quand même, ici au Québec, des élus qui ont ça à cœur, puis à commencer à Longueuil. Ouais.
On peut lire dans l'ouvrage que le retour de Nancana, le retour de l'expédition a été difficile pour toi, notamment par rapport au rythme de vie. Qu'est-ce que cette expédition a mis en lumière chez toi, notamment sur notre mode de vie effréné, très souvent guidé par des objectifs consuméristes? Ben, tu sais, pour vous donner un exemple à quel point que le retour à la réalité connectée puis hyper rapide a été brutal. On a mis 26 jours à parcourir 500 km, puis en arrivant à Moussouni, là, que l'étoile verte en haut, on a pris le train, puis on s'est rendu essentiellement jusqu'à notre point de départ, là, en termes de kilométrage. On a fait ça en 4 heures. Fait que, tu sais, ça fait 26 jours là, que tu avances à 5 km/h. Puis là, tu prends un train qui avance à 100 km/h. Tu sais, c'est quand même fou, là, tu sais. Puis tu regardes dehors, là, puis t'es accroché, là, parce que ça va 20 fois plus vite. Puis, tu sais, t'as mal au cœur, mais 100 km/h, c'est pas si vite, là. Tu sais, on va se dire, on est habitué que ça aille beaucoup plus vite que ça. Puis là, ben, il y a du bruit, il y a des sons, il y a de la radio. Tu sais, t'entends des publicités, ça veut donc bien rien dire ce qui se passe en ce moment, tu sais. Puis là, t'as plein d'amis qui veulent te voir, ils débarquent, puis là, il faut que tu ailles à l'épicerie, puis là, il y a plein de choix de bouffe, puis toi, ça fait 1 mois que tu as juste 4 barils là, pour te nourrir, là, puis des poissons. Là. Fait que tu te dis, il y a ben trop de stock, là, on est surchargé de possibilités. Fait que moi, je suis comme resté 1 mois dans mon appartement sans sortir quasiment. Là, puis quand je prenais l'auto, là, je roulais à 30 km/h. Puis c'est la grande route. Là, fait que c'était un petit. C'est ça. Puis là, je l'ai écrit parce que je voulais me le rappeler des années plus tard. Je pense que je suis retourné dans le game super rapide. Mais faut prendre le temps de se poser. Puis c'est pour ça que, en tout cas, encore une fois, je ne donne pas de leçons à personne, mais quand j'ai des vacances, l'été, quand je prends des vacances, il y a tout le temps une période où je me dis, je prends au moins 1 semaine pour faire du canot parce que ça te force à décrocher puis à aller pas vite. L'éloge de la lenteur, là, c'est un peu ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais c'est pas parce que tu vas lentement que à la force de tes bras ou en pédalant, en vélo, il y en a qui font des voyages de vélo. Là. Ce type de transport-là, c'est pas parce que c'est plus lent que tu l'en profites moins. Puis si tu le fais avec des amis, c'est très enrichissant. Tu as plus de moments pour parler, pour jaser. Puis, fait que, ouais, parce qu'en vrai, vous êtes à l'âge. Moi, je m'en souviens, là, j'avais votre âge, puis j'étais là. On va planifier un voyage entre amis. On s'en va en road trip. On s'en va dans le sud, on s'en va en Europe, en sac à dos, en Asie. Vous pouvez, là, moi je l'ai fait, je n'ai pas de leçon à vous faire, mais pourquoi pas en canot? T'sais, pourquoi pas? C'est une richesse qu'on a, puis vous pouvez le faire dans votre région. Vraiment, là. Pourquoi pas? Vous allez être fiers de connaître bien votre coin, là, ça va être ça. Là, puis des belles rencontres avec les gens qui habitent sur place. Du monde en canot, ça a tout le temps l'air d'être désespéré. Fait que tout le monde veut vous aider. Là. Mais ça va bien. Il n'y a pas de danger. Là. Tout est correct. Fait que, ouais. C'est vrai, ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un avant et un après Nanicana? Dans le sens, est-ce que bon, tu étais bien sûr conscientisé là, sur l'extractivisme et la façon qu'on exploite les ressources sur le territoire, mais est-ce que malgré cette conscientisation-là que tu avais avant ton expédition, est-ce que ton rapport avec le territoire a changé? Forcément, oui. Puis on est tous en évolution avec notre rapport avec l'environnement. Je pense que ça ne peut, puis vous-même, on avance dans un monde, chaque journée qui passe, on est dans un monde où il y a eu plus de déforestation, il y a eu plus d'extraction de ressources naturelles non renouvelables. On est dans un monde où les espaces naturels sont de moins en moins possibles et de plus en plus accaparés. Là. Puis aussi par les tourismes. Là. Les touristes, il y a moins de places où on peut aller profiter de la nature, puis il y a plus de monde qui veulent y aller. Fait que, trouver des espaces là, où on a cette connexion-là privilégiée avec la nature,
ça pose des défis, même au Québec. Tu sais, moi, en tant qu'Abitibien, habitué des terres publiques, là, à chaque fois que je vais dans les sentiers de la CEPAC, on dirait que je me sens comme un orignal qui débarque au quartier 10-30. Là, tu sais. S'il y a trop de monde dans les sentiers de la CEPAC, puis je dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas dans la nature, je suis sur une autoroute. Mais c'est correct, c'est fait pour ça. Tu sais. Je vous dis, c'est important qu'on ait ces parcs naturels-là. Mais c'est une réalité quand même que on vit dans un monde qu'on tente de protéger davantage de territoires, mais globalement, il s'épuise. Et donc, notre rapport au territoire, à la nature, au milieu épargné, évolue constamment. Puis le livre, plutôt l'expédition, ce que ça a eu pour moi, c'est que, sans rentrer trop dans les détails de ma vie personnelle, j'étais dans une période où je me demandais où est-ce que j'allais vivre, tu sais, les prochaines années de ma vie, où est-ce que j'allais m'établir, parce que je finissais mes études, là, essentiellement, puis ça m'a confirmé que je voulais vivre près de Nanicana. Tu sais, j'avais l'occasion d'aller vivre ailleurs au Québec, et non, j'ai dit, c'est trop beau. Moi, je veux vivre près de ce fleuve-là, quitte à subir les impacts de l'industrie minière, de l'industrie forestière. Puis j'ai envie d'en faire partie de son bassin versant, puis de le protéger. Fait que dans ma vie, moi, oui, l'expédition, c'est pas des blagues. Là, ça m'a pris un livre pour tenter de le décrire, mais je vous le dis, j'ai eu la chance de voyager quand même pas mal là, dans ma vie, puis j'ai jamais vu d'un endroit aussi beau. Puis je le dis pas par romantisme, encore une fois, c'est magnifique. Puis accessible à la force de vos bras. T'sais. Vous n'avez pas besoin de prendre d'avion. Vous pouvez y aller. C'est pas cher, c'est transformateur, mais c'est surtout très beau. Des falaises de plusieurs dizaines de mètres. Vous pagayez dans des c'est pas des blagues, dans des fossiles. Vous voyez, il y a des fossiles dans le lit de la rivière, des immenses dalles de couleur rougeâtre. C'est comme si vous pagayez dans un immense hall de palais avec le plus beau marbre que vous aurez jamais vu, des poissons immenses que vous pouvez pêcher constamment, quasiment. Là. Puis, et non, c'est des animaux, des ours qui veulent venir manger vos beaux poissons. Puis, des loups, ça existe, là, puis en passant, ils ne sont pas dangereux, là, mais non, ça existe. Fait que pourquoi pas le protéger, ouais. J'arrive à ma dernière question avant la période de questions des étudiants, mais pour la mettre en contexte, j'aimerais lire un deuxième extrait. Okay. Depuis trop longtemps, le lit, les rives et le bassin de Nanicana endurent ces multiples et incessantes agressions. Le seuil de tolérance a été outrepassé, mais ce constat ne doit pas servir de prétexte pour ne jamais agir. Il n'est pas trop tard. Au contraire, il est plus que temps de replacer Nanicana, l'eau, la nature et les humains avant la soif inaltérable de profit des minières. La tâche est colossale, mais pas impossible. Et si nous l'évitons, si nous continuons de délaisser Nanicana et de tolérer ses abus, nos enfants jugeront de notre valeur à la hauteur des montagnes infinies de déchets miniers que nous leur aurons légués en héritage. Quel message souhaites-tu que les lecteurs ou la communauté collégiale retiennent de ton œuvre? Et en sous-question, comment on peut contribuer à la préservation du fleuve Nanicana ou de façon plus large à nos milieux naturels? Bien, merci. Puis, c'est un autre extrait, somme toute, assez lugubre, là, qui a été nommé. Non, mais c'est important. C'est ça que je disais tantôt, c'est important. Mais il n'en demeure pas moins qu'il ressort une certaine lumière de ce livre. Et moi, c'est ça. Ce que je souhaite, le message qui passe, c'est que Nanicana, c'est une lumière. Puis c'est à nous de voir est-ce qu'on veut l'éteindre ou on veut pleinement la préserver, là, cette lumière-là, dans les cieux de l'humanité, puis des trésors de l'humanité, c'en est un.
Et c'est pas parce qu'on n'a jamais entendu parler que c'en est pas un. Puis c'est pas parce que moi je vous dis que c'en est un que c'en est un vraiment. Je vous invite à y aller le voir par vous-même. Et oui, c'est ça un peu le message. C'est une invitation. Puis à la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à sa protection? Ben, je pense que passer ce livre-là à des mononcles, des matantes qui sont dans l'industrie minière ou qui sont élus ou que vous pouvez penser qu'ils ont une influence, ben faites-les lire puis demandez-leur qu'est-ce que tu retiens. Pas juste de lire un livre, c'est lis-le puis on en reparle. Puis d'abord, c'est un peu ça le but du projet. J'ai d'ailleurs remis une copie du livre à la ministre des Ressources naturelles et j'attends toujours son retour. Mais non, il faut user de la littérature pour ça, mais vous, ce que vous pouvez faire, on a, en fait, au courant des derniers mois, on a participé à l'appel d'air protégé, à l'appel de projet d'air protégé au Québec. On a soumis un projet pour Nanicana, pour protéger ses rives dans une distance de 2 km de chaque côté des rives. C'est un projet qui a reçu le soutien des élus locaux. On leur a remis une copie du livre à chacun. Et là, c'est entre les mains du gouvernement provincial, on verra, mais si ça devait avoir lieu, ça serait un important gain pour la protection du territoire. En amont là, de Nanicana, au sud, là, mais quand même. Et pour la suite, ce que vous pouvez faire, vraiment, moi, je veux pas vous dire comme tout va changer si vous y allez en canot, là, mais vraiment, je vous le suggère. Vous pouvez prendre votre char, partir d'ici un matin, puis arriver avant la fin de l'après-midi à Amos. Vous pouvez partir de là, si vous avez juste une journée, vous pouvez faire juste une journée, vous allez traverser 3 beaux rapides, voir des aigles à tête blanche, des castors, puis vous dire « Wow, ça valait le déplacement, juste ça ». Mais si vous avez 3 jours de plus, vous pouvez traverser un immense lac avec une île majestueuse au centre de ce lac-là, gratuitement. Si vous avez encore un autre 2 jours de plus, vous pouvez traverser les 7 chaînes, qui est un endroit magnifique pour vous pratiquer en canot d'eau vive. Et si vous avez une autre semaine de plus, vous pouvez vous rendre jusqu'à Joutel, être accueilli par les Anishinaabe de la famille Rupperthouse sur l'île Splendide, qui porte bien son nom parce qu'elle est splendide, et camper là aussi longtemps que vous voulez. Puis ça peut être juste ça. Mais si vous voulez continuer, vous pouvez. Il y a des étapes quand même. Et la grande aventure, sur un mois, c'est peut-être pas la première fois que vous allez le faire, mais si oui, sachez bien que du monde de votre âge sont partis en 1941 d'ici, de Montréal, en canot, puis ont remonté les cours d'eau jusqu'à Amos, puis de là, ont descendu Nanicana jusqu'à Bay James. Fait qu'ils n'ont même pas pris leur char pour partir de Montréal, sont allés en canot, puis ils ont redescendu après. Puis c'est parmi ces gens-là qui avait Pierre Elliott Trudeau, le père de Justin Trudeau. En 1941. C'est pas des blagues, là. Il y a un extrait de ça dans le livre. Ils ont failli mourir dans la même place que nous autres. Puis, fait, si Trudeau est capable, vous êtes capable. Est-ce que c'est ça le mot de la fin? Peut-être, oui. On serait... merci beaucoup, Rodrigue. Une bonne main d'applaudissements. Merci. On est rendu à la période de questions. Il y a un micro à votre gauche qui est installé. Bonjour. Je me demandais quelque chose. C'est que si ça vous dérange pas, ça fait 2 fois que vous nous dites que vous avez failli mourir. Ah oui. Mais là, je me demande, est-ce que c'est une métaphore ou c'est vraiment genre vous avez vraiment vu votre vie défiler sous vos yeux, genre un peu comme moi quand ma mère elle me dit que je vais mourir parce que j'ai pas fait un devoir, genre. Ouais, je connais pas votre mère, mais je voudrais pas me prononcer. Mais non, je pourrais vous en lire un extrait là. Non, c'est les premières pages, là, vraiment, chapitre 1, ça commence de même. Là, parce que je me suis dit, là, ils vont pas attendre jusqu'à la page 150 pour avoir le punch, là, on va commencer avec ça.
Mais non, non, c'est vrai, on peut mourir. Puis en canot, il y a des gens qui meurent. Puis Nanicana a pris la vie de bien des gens. J'ai lu des extraits de journaux qui datent des années 60 d'expéditions qui se sont soldées par la perte de membres d'équipage, là, qui sont des gens qui ont laissé leur vie là-bas. Puis nous, c'est arrivé, en fait, j'étais avec mon frère, puis... OK, ben, je vais vous lire un extrait, là. Je vous lis 2 mots, OK? Je vous lis 2 mots. Page 16, dans le fond, la 2e page à partir de moi quand je commence à écrire. Là, je vous lis un extrait. « Rame tabarnak ». C'est ça l'extrait. Fait que ça vous dit un peu l'intensité du moment. Et finalement, c'est que quand on est en canot, il y a des chutes qui peuvent survenir, mais quand on est prudent, on le sait qu'elles s'en viennent, mais on guette un portage qui est un chemin, finalement, sur la rive, qui nous permet de transporter notre matériel, nos canots, sécuritairement. Et là, comme on pratique une autoroute, la voie principale qui est occupée depuis des millénaires, on est certain qu'il existe toujours un portage qui a été employé par les premiers peuples depuis 8000 ans. La question de savoir, est-ce qu'il est sur la rive droite ou la rive gauche? Mais c'est sûr qu'il y en a un. Encore une fois, on n'est pas les premiers à être allés. Bon. Mais là, nous, ce qui est arrivé trop souvent, c'est qu'on pensait qu'il était à droite, mais il était à gauche. Puis là, c'en est un exemple. Fait que là, on se dit, bon, on va approcher le plus près possible du bord de la chute et on va portager. Mais là, on se rend compte que c'est à toute fin pratique impossible. Fait que là, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, vous imaginez, c'est de traverser le cours d'eau, le fleuve, pour se reprendre de l'autre côté. Mais le fleuve, à certains endroits, est immensément large. Puis un fleuve qui est large de près d'1 kilomètre, disons, bien, il faut que tu ne peux pas le traverser en ligne droite de même parce que tu vas te faire pousser par le courant, tomber dans la chute. Fait qu'il faut que tu le remontes à contre-courant une certaine distance puis que tu le traverses en espérant avoir traversé à temps avant de tomber dans la chute. Puis là, c'est ça, c'est que mon frère et moi, on avait mal calculé la distance. On a commencé à traverser trop près de la chute. On appelle ça un bac en termes, en jargon de canot, là. Puis là, on a finalement... C'est pour ça que mon frère, il dit « rame tabarnak » parce que moi, je vois ma vie défiler devant mes yeux, puis j'arrête de ramer, puis on se précipite vers le gouffre. Puis on a échappé belle, là, mais tu le vois là, en masse. Là, tu te dis... Puis c'est à ce moment-là, justement, à la 15e journée, que j'ai fait « OK, là, j'oublie mes millots, là. Je profite du moment, là. » C'est ça. Fait que... je vous souhaite pas d'avoir à faire face à la mort pour oublier votre messagerie collégiale, là, mais ça peut aider. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Avec le coût de l'inflation aujourd'hui, notre génération, je veux dire, on a très peu de chances de s'acheter des maisons, des trucs comme ça. Puis, est-ce que vous encouragez plus, justement, à notre génération, ce genre de voyage, genre plus fréquemment, au moins genre 1 fois par année? Juste histoire de justement se ressourcer puis genre pas penser aux problèmes de la vie. Absolument. C'est comme ça, j'aurais dû le dire en fait, tantôt. C'est direct ça. Puis c'est peu dispendieux, voyager en canot. Puis il y a toujours possibilité de louer un canot plutôt que de l'acheter. Puis vous pouvez faire des voyages en eau calme. Pas obligé d'être dans les rapides que je vous ai décrits, là. Tu sais, ça se fait très bien. Ça se fait près de chez vous. Puis, il y a plein de coopératives qui prêtent tout le matériel. Fait que c'est très, très, très peu dispendieux. Puis, vous pouvez partir très, très longtemps ou très pas longtemps. Il y a des cartes qui sont disponibles en ligne gratuitement avec des propositions d'itinéraires. Vous regardez Canot Kayak Québec, puis c'est tout là. Absolument, absolument, je vous dirais, moi, c'est ça que je fais de mes vacances. Puis c'est pas cher. Puis quand vous êtes en voyage comme ça en canot ou en vélo, là, parce que ça se compare, tu sais, ou à la marche, bon, vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de tant de choses que ça. Puis fait, c'est un appel à la culture de la consommation. Puis
ça l'aide après ça, quand tu reviens, tu te dis, ben j'ai pas besoin là, d'aller au restaurant tout le temps puis de m'acheter plein de cossins. Là. Fait que ça l'aide le portefeuille en s'étant rendu compte que finalement, on n'a pas besoin de dépenser tout ce qu'on a. Mais merci, très bonne question. Oui, allô. En fait, ma question, c'est par rapport au changement de nom, puis le fait que tu as contacté la commission des topographies, je pense. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'il y a un sentiment de déconnexion par rapport à l'histoire des Autochtones, puis un sentiment d'appartenance, puis c'est juste vraiment l'histoire des colons blancs qu'on veut représenter dans les noms des parcs de faibles? Absolument. Puis je tiens à le souligner que c'est pas juste envers les peuples autochtones. Il y a plein de femmes au Québec qui ont contribué à l'histoire des endroits où nous vivons. Elles ne se retrouvent pas représentées dans les noms de ce qui nous entoure. À peine 10 %, je crois, là, des noms des lieux au Québec, des noms de rues, des noms de stations de métro sont des noms de femmes. Donc, pour les femmes, c'est ça, pour les peuples autochtones, mais aussi pour les peuples issus de l'immigration, les gens issus de l'immigration, c'est très, très triste. Puis moi, je vous encourage à vous intéresser à ça. Et quand même, il y a une certaine transparence. Le site Internet de la Commission de toponymie du Québec détaille pourquoi ils appellent telle affaire de même. Il y a un outil de recherche simple. Là, vous pourriez me marquer rue Jean Talon, là, puis vous expliquerez pourquoi ils ont décidé que ça allait être la rue Jean Talon. Mais après ça, pour des noms de cours d'eau, là, comme Arikana, sur le site de la commission, c'est un peu triste parce qu'ils eux-mêmes le disent que c'est Nanikana, mais pourquoi tu le changes pas? Puis c'est ça, c'est que c'est là où il y a des règles obscures de la toponymie qui disent que l'usage, donc quand on appelle une chose erronément, mais pendant des décennies, on peut comme plus le changer. Okay. Puis ça, c'est un principe en géographie, en toponymie, que je trouve qu'on doit revoir. Puis pour rendre justice aux langues des peuples autochtones, mais aussi des autres personnes et peuples qui composent le Québec. Tantôt, vous avez parlé des dangers qui venaient avec ce voyage-là. Ça sonne pas comme quelque chose pour des débutants dans mes oreilles. Est-ce qu'il y aurait une expédition que vous recommanderiez pour se préparer à ce genre de voyage? Bien, merci pour la question. Il y a toujours place à l'apprentissage et je veux pas surtout pas vous donner l'impression que je suis un expert en canot. Peut-être que j'ai eu plus d'expérience à travers ce voyage-là, mais Nanikana est tellement bien fait que ça commence sur le plat, puis les premiers rapides sont très aisés. Il y a des niveaux là, dans les rapides, c'est décrit dans le livre, puis ça commence avec les plus faciles, puis à mesure qu'on avance, il y a des défis additionnels qui se présentent. Mais comme je vous ai dit, à chaque rapide, il y a une manière de le portager, de l'éviter, de ne pas tomber dans la chute, de ne pas risquer sa vie. Mais c'est, pour reprendre les termes d'Éric Forget, qui est un des personnages du livre cité, là, Nanikana, c'est comme si tu pars à la maternelle, puis tu arrives au post-doctorat, en manière de niveau de difficulté, mais d'apprentissage surtout. Fait que c'est pas comme si tu commences au post-doctorat, puis tu finis à la maternelle. Là, fait que il y a une courbe d'apprentissage, fait que ça va bien. Moi-même, j'étais terrifié par les rapides. Je n'avais, somme toute, aucune expérience. Puis l'expérience que j'avais eue, j'avais failli mourir encore. On dirait que c'est fréquent là, pour moi. Passer proche de mourir en canot, mais c'est aussi nommé là, dans le livre, rendu au chapitre 7, je reviens sur une expérience que j'avais eue 5 ans auparavant, puis qu'effectivement, ça a été très dangereux. Là, puis ma jambe était prise dans une roche, puis le canot plein d'eau menaçait de me ramasser la jambe, puis j'aurais pu me casser la jambe, puis me nailler en dessous du canot plein d'eau. Ça passait proche comme ça. Fait que j'ai eu très peur avant même de commencer Nanikana, l'expédition. Et qu'est-ce que j'ai fait pour surmonter cette peur-là? Bien, je suis allé suivre des formations. Puis, il y a des formations qui sont données, accessibles, pas très dispendieux, par la Fédération de canot et de kayak du Québec. C'est une formation pour
connaître les rudiments de l'eau vive, là, des rapides. Mais des expéditions pour se pratiquer, là, je vous dirais, vous pourriez faire une première sortie entre amis sur Nanicana sur les premiers kilomètres, puis ça serait bien correct. Cet été, c'est ça que des jeunes de la communauté de Picogan ont fait. Ils étaient 9 de votre âge, avoir eu aucune expérience en canot, puis ils voulaient retourner sur le territoire de leurs ancêtres. Ils ont descendu Nanicana pendant 5 jours, puis c'était superbe, là, tu sais. Fait que c'est possible, mais il y a d'autres rivières, il y en a plein, puis il y en a beaucoup dans votre région. Après, il faut trouver le bon moment de l'année. Au printemps, il y a plus d'eau. Des fois, avec l'été, quand c'est sec, les niveaux ils baissent, fait que c'est moins praticable, mais je pense à la rivière Richelieu, je pense à la rivière Yamaska, là, proche d'ici, c'est possible. Fait que commencez près d'ici, puis mais vous pouvez toujours venir en Abitibi, puis si vous êtes intéressé, moi, ça va me faire plaisir d'être en contact avec vous, de vous indiquer les points de départ, puis de sortie, puis je fais ça avec tout l'amour que j'ai pour Nanicana, puis voilà. Ouais. Vous avez parlé brièvement de la rencontre avec des ours et loups. Est-ce qu'il y a beaucoup de chances comme de rencontrer ce genre d'animal-là? Ouais. Ben là, je vais épuiser mes punchs, là, fait que vous allez vraiment plus lire le livre, puis c'est bien correct. Ça va vous donner plus de temps pour vos devoirs. Mais non, les ours sont venus un soir nous rendre visite. Quand, ben, je vous le dis, là, c'est mignon plus qu'autre chose, là, mais assez épeurant quand ça arrive quand même, parce que on avait pêché 4 dorés. Des dorés, c'est des gros poissons succulents, puis immenses, là, vraiment. Là, et on les a fait revenir dans du beurre. Faire du doré avec du beurre en plein bois, là, c'était à la journée 21, là, si je me souviens, ou 20 si je me souviens bien. Fait que vous imaginez, on était loin. On était loin. Ces ours-là n'ont sûrement jamais vu d'humain. Bon. Puis là, ils n'ont sûrement jamais senti de doré dans du beurre non plus. Fait que là, on entend comme un bruit d'oiseau. Puis on est quand même pas pire. Mon frère, il est biologiste. Il connaît tous les oiseaux là, par le son. Puis là, on dit, c'est quoi cet oiseau-là? Je sais pas. On continue, on fait le souper. Puis là, à un moment donné, j'allume parce que quand j'avais votre âge, je travaillais dans un refuge pour animaux malades, blessés, orphelins. Puis j'ai compris que c'était le bruit d'ourson qui appelle sa mère. Fait que ça ressemble à un petit chignement, mais tu te dis, c'est un oiseau. Mais non, c'est des oursons. Puis là, on est sur une pointe d'île parce qu'on aimait ça, dormir sur des îles. C'est un peu plus... Il y a moins de chances que tu te fasses déranger par les animaux parce qu'il n'y a pas vraiment d'animaux qui dorment sur les îles. Mais là, on a vu, finalement, si on entend les oursons, on va les voir. Puis effectivement, ils étaient sur la rive opposée, la rive ouest. C'est important. Pourquoi à l'ouest? Parce que c'était au coucher du soleil. Fait que là, on voyait deux petits oursons qui sont à peu près à 250 mètres de nous. Là. La distance était quand même importante entre la rive et l'île. Puis on est attendri là, des oursons. C'est tellement mignon, là, vous pouvez imaginer. Là. Puis là, 5 minutes plus tard, il y a quelqu'un qui dit s'il y a des oursons, est où la mer, tu sais? Puis là, tout le monde sait un peu là, qu'il ne faut pas trop se tenir entre les oursons et la mer, là, pour certaines raisons. Que la mer voudrait défendre ses oursons, puis bon. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Hey, on dirait qu'il y a un castor qui traverse. » Puis ouais, il y a un castor. Puis là moi, je pense que j'ai dit « Non, je pense que c'est moi qui ai allumé. » Je dis « Je pense pas que c'est un castor, je pense que c'est la tête de la maman ours qui s'en vient chercher le doré dans le beurre. » Bon. Fait que, puis là, comme elle s'en venait direct sa berge où est-ce qu'on était, tu sais. Puis là, on s'est dit « On veut... » C'est Gilles, là, notre ami, qui a dit « Faut pas qu'elle débarque sur l'île. » Fait que là, il y en a 2 qui sont allés chercher le poivre de Cayenne. Mon frère, il pitchait des roches autour de l'ours, pas sur l'ours, mais pour lui faire peur. Puis moi, je frappais ma rame sur des roches pour faire du bruit, tu sais. Puis juste avant qu'elle débarque, elle a fait un U-turn, puis elle a retraversé, puis là, elle est rentrée dans le bois de l'autre bord. Puis ces oursons,
ne comprenaient rien. Là. Il y avait genre 3 mois. Là, c'est quoi ce qui se passe? Là? Puis elle a rentré dans ses oursons. Les oursons, ils ont volé. Puis elle n'a jamais regardé ses oursons. Puis les oursons étaient comme... Qu'est-ce qu'on fait? T'sais? On les a plus jamais revus. Puis, fait c'est ça, là, les animaux. On a vu un lynx, on a vu un orignal qui a traversé, il a quasiment sauté dans le canot. L'orignal, une femelle, mais c'était pas pour nous attaquer, c'est parce qu'il y avait plein de thons, de mouches autour d'elle. Fait qu'elle a sauté dans l'eau pour se sauver des mouches. Puis, mais tu as des rencontres comme ça, mais tu te rends compte que c'est pas dangereux. Puis les loups, c'était correct. Là. Fait que ça fait partie de la vie. Ouais. Merci, Rodrigue. Merci pour le partage. Merci.